On a une tâche un peu délicate pour démarrer, parce qu'il y a un nom qui est presque difficile, le continuum. Alors là, ça fait très intellectuel pour un démarrage d'après-midi. Et alors, le continuum de sécurité est-il possible? Quand on m'a annoncé on me proposait d'animer cette table ronde, je me suis dit, waouh! Alors déjà, on va essayer de savoir, parce qu'on a tous en tête ce que peut être un continuum. Encore faut-il le définir et savoir où il commence, où il s'arrête. La personne qui a écrit sur ce domaine, celui qui va nous éclairer de ses lumières, c'est Guillaume Fard, ici présent, euh, qui a écrit le continuum de la sécurité nationale. Donc Guillaume, merci de nous éclairer déjà sur ce sujet en nous décrivant ce que c'est, à quoi ça sert et où on en est dans sa mise en application. Bien, merci Pierre. Pierre, oui, déjà, je le réveille alors en début de sieste. Là. Absolument. Non, mais je n'étais pas endormi. Le continuum de sécurité nationale. Alors, effectivement, merci de souligner qu'en 2020, j'ai écrit un livre qui est intitulé précisément le continuum de sécurité nationale. Après, je suis pas dépositaire du concept et je suis pas le seul, fort heureusement, à avoir écrit dessus ni à l'avoir commenté. Bon, pour répondre à la question, le continuum de sécurité nationale, c'est quoi? En réalité, en démocratie, il n'y a que deux manières d'organiser la sécurité intérieure. Soit on l'organise de façon libérale, soit on l'organise de façon étatiste. En clair, soit comme les anglo-saxons, on considère que la sécurité, c'est à la fois un droit individuel et un bien marchand, et que donc on a, sur une forme de troc un peu fictif, échangé de la liberté individuelle contre de la sécurité, et que si l'offre de sécurité n'est pas au niveau de ce que l'on attend qu'elle soit, on peut lui substituer le marché. Et il existe chez les anglo-saxons un marché privé de sécurité de toute éternité. C'est un mode d'organisation, il est très libéral, mais il a le mérite de fonctionner de façon pluriséculaire, outre-Manche et outre-Atlantique. L'autre façon de s'organiser, c'est une façon qu'on peut qualifier d'étatiste, c'est-à-dire on considère que l'État fait tout et le privé rien, ou pas grand-chose. Et c'est le mode d'organisation que nous avons choisi en France il y a 2 siècles. Au moment de la Révolution française, on considère que c'est à l'État et à lui seul de prendre en charge la sécurité du pays et que la sécurité n'est ni un droit individuel opposable, ni encore moins un bien marchand. Et pour être bien certain que les choses soient inscrites ainsi et fonctionnent ainsi, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si vous faites l'article 12, vous pouvez lire que la garantie des droits nécessite une force publique, elle est qualifiée comme telle, caractérisée comme telle, le qualificatif est sans ambiguïté, c'est public, c'est pas privé, et ça n'est pas au secteur privé de faire ni de se mêler des questions de sécurité. Tout cela a fonctionné grosso modo pendant 200 ans, de la Révolution française à la chute du mur de Berlin, de 1780, allez, disons 11, jusqu'à la première République, jusqu'à la chute du mur en 1990 avec l'effondrement du bloc soviétique. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, pour des raisons qui tiennent au fait que les budgets de la sécurité intérieure ne sont pas nécessairement constants, que les effectifs de sécurité dont dispose l'État ne sont pas non plus constants, ils sont même parfois revus à la baisse, on considère que l'État ne peut pas tout faire tout seul en matière de sécurité et que d'autres que lui pourraient faire un peu avec, collégialement, conjointement. C'est ce qui nous permet d'aboutir à la loi d'orientation de la sécurité publique de 1995, d'abord, enfin de l'orientation sur la sécurité de 95, et puis ensuite on a une loi sur la sécurité intérieure en 2002 qui vont progressivement associer d'autres acteurs à l'exercice de certaines missions de sécurité. Et on parle alors de coproduction, pas de continuum, et cette coproduction, elle est publique-publique. En fait, c'est l'État et d'autres que l'État, ces autres étant les collectivités territoriales. Mais ce qui est déjà un pas important, c'est-à-dire qu'on a admis dans notre pays que l'État n'allait pas tout faire tout seul et que d'autres que lui pouvaient faire avec, et que les collectivités territoriales étaient les bienvenues. Reste alors la question de la sécurité privée, qui prend une part de plus en plus importante parce que les grands événements prennent une part de plus en plus importante, et que la loi d'orientation de 95 que j'évoquais dispose que les organisateurs des événements doivent organiser la sécurité des événements dont ils ont l'initiative. L'offre de sécurité privée augmente, et puis le nombre d'agents de surveillance humaine augmentant. Dans les années 2000, il dépasse les 100 000, et puis on arrive aux années 2010 à 150 000 agents. Et donc la question ensuite se pose de la coopération
coopération effective entre cette sécurité privée et la sécurité publique. Ça n'est pas dans nos traditions, ça n'est pas dans notre héritage, mais il y a un accélérateur de l'histoire que sont notamment les attentats de 2015. Et à partir des attentats de 2015, alors pas tellement ceux des 7 et 9 janvier que ceux du 13 novembre, la prise de conscience est là que il ne peut plus y avoir dans ce pays de grands événements, qu'ils soient festifs, sportifs, récréatifs, culturels, sans le concours d'un ensemble d'acteurs qui sont les agents de sécurité privée, les policiers municipaux, les policiers nationaux, les gendarmes et les militaires des 3 armées, puisque la force Sentinelle a été mise en place en février 2015, après les attentats du mois de janvier. Et donc, on passe finalement d'une organisation qui était assez séparée, où le public sécurisait l'espace public, le privé timidement l'espace privé, et où les deux mondes ne devaient pas se croiser, à un mode d'organisation où les deux doivent travailler ensemble. Il y a presque une injonction de coopérer. Et donc, au fond, le continuum de sécurité nationale, c'est cela. C'est un constat que des missions les plus locales et les moins sensibles aux missions les plus internationales et les plus sensibles, il y a toute une série d'acteurs, je viens de les citer, qui doivent travailler ensemble. C'est un constat. C'est aussi un concept. Ce concept, il est formalisé par le secrétaire général pour la défense et la sécurité nationale, qui en 2016, voyant bien que tous les acteurs que j'ai cités se retrouvent sur la voie publique à assurer globalement les mêmes missions de sécurisation des personnes et des biens, mais avec des prérogatives différentes, avec des moyens différents, formalise ce concept. C'est un constat, un concept, c'est aussi une ambition. L'ambition, c'est celle de vouloir faire travailler efficacement ensemble les acteurs publics et privés, publics dans leurs 2 composantes, nationales, territoriales, privées, pour notamment les entreprises de surveillance humaine, mais pas que, aussi les entreprises qui n'exercent pas les activités privées de sécurité, mais qui néanmoins comportent une direction sûreté. Donc il y a cette ambition-là de faire travailler les gens ensemble. Il y a aussi un horizon, sans être trop long, qui est celui des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de l'année prochaine. C'est que non seulement il y a cette ambition de faire travailler les gens ensemble, mais en plus il y a une butée calendaire, le sablier est enclenché. Il faut que en 2024, ces acteurs soient effectivement en mesure de travailler ensemble, que l'on soit favorable ou défavorable à cette coopération. Pendant des années, le débat était je suis pour, je suis contre l'association du secteur privé à la réalisation de missions de sécurité intérieure, parce que si je suis de philosophie plutôt libérale, je vais y être favorable, si je suis de philosophie plutôt étatiste, je vais y être défavorable. C'est plus l'enjeu aujourd'hui, on n'est plus du tout sur un enjeu manichéen, on est sur un enjeu vraiment de modalité, c'est-à-dire que qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, il faut que ces acteurs travaillent ensemble, sinon on n'arrivera pas à surmonter les défis de sécurité, et notamment ceux qui sont par devant nous, la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine et les Jeux Olympiques de Paris dans 2 ans, enfin dans moins de 2 ans. Et donc, il faut arriver à déterminer comment faire travailler tous ces acteurs ensemble. C'est pour ça que, au-delà du fait que c'est un horizon, c'est aussi un défi. Voilà, le continuum, c'est enfin un défi. En plus d'être un constat, un concept, une ambition, un horizon, c'est aussi un défi. Je crois qu'on a demandé à ces acteurs de travailler ensemble dans l'urgence en 2015, mais au fond, sans que les modalités de la coopération n'aient été jamais pensées par quiconque. Personne n'a pensé cela. C'est-à-dire qu'il y a le constat dans l'urgence qu'il faut travailler de concert, mais à aucun moment l'État n'a formalisé sa pensée sur ce que devrait être ou à quoi ressemblerait la coopération effective de ces acteurs. J'en veux pour preuve que, encore, on entend beaucoup dans les administrations, au ministère intérieur, parler de missions indues, comme quoi il y aurait des missions que les policiers et gendarmes ne voudraient pas assumer, que ces mêmes policiers et gendarmes auraient hiérarchisé de façon affective leurs missions, considérant que ce qu'ils aiment faire est dû, ce qu'ils n'aiment pas faire est indu, et que ce qu'ils n'aiment pas faire, ils devraient le faire à d'autres qu'eux, en clair à la sécurité privée. Bon, c'est pas la meilleure des manières d'aborder sereinement une coopération. Si on commence par dire voilà ce que je n'aime pas faire, c'est indu, c'est vous qui allez le faire, et vous allez le faire précisément parce que j'estime que ça n'est pas à la hauteur de l'image que je me fais de mes propres missions, on est mal parti. Alors, c'est naturellement surmontable.
La qualité du dialogue public-privé a considérablement augmenté au cours des dernières années. Les professionnels de la sécurité privée avaient demandé un certain nombre, notamment d'améliorations qui ont en partie été prises en compte dans la loi sécurité globale du 25 mai 2021, mais cela reste encore insuffisant. Parmi les principaux défis, et je m'arrête là, il y a le fait que le constat est maintenant assez net, que la sécurité privée ne peut pas s'organiser par elle-même. Elle a été livrée à elle-même pendant plusieurs décennies. Et on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements majeurs qui perturbent son activité au quotidien et qu'elle a un ensemble de difficultés, de fragilité économique, de difficultés à recruter, etc. Donc il y a besoin de l'État. Il y a clairement besoin de l'État. Maintenant, la question c'est besoin de l'État, oui. L'État comment? L'État régulateur. Et l'État n'est toujours pas un régulateur de sécurité privée. Et sans l'être, je crois que ça va être difficile de parvenir à réaliser ce continuum. On a un État contrôleur. Le contrôle, il est certes imparfait, mais il existe depuis 10 ans avec le Conseil national des activités privées de sécurité. Mais on n'a pas un État régulateur au sens où il se mêlerait de façon positive, c'est-à-dire de façon active de sécurité privée pour transformer positivement des comportements économiques qu'on observe sur le marché de la sécurité privée, où il y a encore des difficultés liées à une guerre des prix, des comportements qui sont aussi illégaux, malhonnêtes, bref, une série de points qui sont des points de crispation, avec la nécessité pourtant de trouver 25 000 agents d'ici l'année prochaine, puisque c'est à peu près le nombre d'agents dont on nous parle pour l'organisation des Jeux Olympiques, 25 000 par jour, pendant 57 jours d'épreuve entre début du mois d'août et la fin début du mois de juillet et la fin du mois d'août 2024. Donc ça fait quand même beaucoup. Il n'est pas certain qu'on parvienne à les trouver. Et ce sont les enjeux qui sont les enjeux actuels des discussions entre le ministère de l'Intérieur et la filière. Est-ce que le continuum de sécurité est-il possible? Il l'est. Est-il faisable? Ça reste encore à démontrer. Donc voilà pour brosser quelques enjeux très rapides de ce continuum. Alors, y aurait-il en Europe des pays qui pourraient non pas constituer un modèle, mais dont on pourrait s'inspirer pour certains des aspects, non pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les anglo-saxons, on sait très bien quelle est leur position sur le sujet, mais dans une intégration entre la population, les forces de sécurité et les entreprises, où ce continuum serait plus visible qu'ailleurs? Il y en a plein, alors je vais en citer au moins 3. Les Suédois pour le niveau de vie des agents de sécurité privée, les Belges pour le contrôle de la profession, les Espagnols pour la formation. Les Suédois, un agent de sécurité privée gagne plus que le salaire médian. D'ailleurs, physiquement, vous le voyez, ça. Vous voyez quelqu'un qui est relativement jeune, qui est en forme et qui est très convenablement rémunéré. Parce que, alors la Suède, je prends cet exemple à dessein parce que c'est le pays de Securitas qui est leader français, d'ailleurs suédois, mais leader français du marché de la surveillance humaine, mais principal acteur mondial avec G4S et Garda World. Enfin voilà, vous avez le top 3 mondial. Et donc ça veut dire qu'en Suède, on a considéré que agent de sécurité privée, c'était un métier d'expert. Et qu'il y avait une véritable expertise qui était une connaissance technique, opérationnelle de la sécurité, des personnes, des biens, que ça avait une valeur marché et qu'il fallait la reconnaître comme telle. La Belgique pour le contrôle de la profession. Quand en 2010, 2 inspecteurs généraux de l'administration, Yves Lamblot et Olivier Diedrich, ont publié un rapport à la demande de Brice Hortefeux, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, sur la régulation et la réglementation de la sécurité privée, ils se sont inspirés des Belges en disant mais au fond, il faudrait un système de contrôle qui permette d'avoir une meilleure moralisation de la profession, et puis si on pouvait d'arriver à une concentration effective du marché, parce qu'il y a un nombre trop important d'acteurs, il y a un trop grand nombre de petites entreprises, et il n'y a pas assez d'acteurs de taille critique, même Securitas qu'on a cité doit peser 20-25% du chiffre d'affaires de ce marché. Et les Belges, ils sont en grande partie parvenus parce qu'ils se sont donné les moyens sur le contrôle. Nous, notre Conseil national des activités privées et de sécurité, c'est un peu plus de 200 agents qui doivent contrôler plus de 200 000 cartes. Si j'inclus les activités de transport de fonds, d'objets précieux, de protection de physique de personnes, de recherche privée, etc. Bon, 200 000, on voit bien que mathématiquement, il y a un ratio quand même très défavorable à l'autorité de contrôle, ce qui fait que le contrôle est très souvent défaillant et que ceux qui sont contrôlés s'en plaignent parce qu'ils considèrent que c'est pas tellement eux qui devraient être contrôlés que ceux qui sont réellement malhonnêtes, et ceux qui sont malhonnêtes continuent de l'être. Donc on a quand même une difficulté majeure. Enfin, l'Espagne, pour la formation,
La grande difficulté qu'on a concernant la sécurité privée, c'est que celui qui vous forme est celui qui vous donne le certificat de qualification professionnelle. C'est comme si les auto-écoles donnaient le permis de conduire. Bon, si les auto-écoles donnaient le permis de conduire, on voit bien ce qui se passerait. Tout le monde irait auprès des auto-écoles les moins chères, là où c'est le plus rapide pour obtenir le permis. Et il n'y aurait plus que des dangers publics sur les routes dans ce pays. Bon, on ne l'admet pas pour les auto-écoles. On a organisé des conditions relativement impartiales de délivrance des permis de conduire. Pourquoi est-ce que pour la sécurité privée, celui qui vous forme est celui qui vous donne votre diplôme? Ça n'est pas normal. Et on sait parfaitement que des gens qui ne sont pas francophones, alors qu'un niveau B2 est exigé quand on est agent de sécurité privée, ou des gens qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture, alors qu'il faut quand même savoir lire et écrire pour être agent de sécurité privée, le deviennent. Donc c'est qu'on a une difficulté au moment précisément de la formation. Et les Espagnols ont réglé le problème de façon assez habile. Vous allez vous former là où vous voulez dans un centre agréé, puis ensuite vous allez passer votre examen dans une école de police. Vous avez des gens en uniforme qui vous testent sportivement. Nous, on ne teste pas sportivement les agents de sécurité privée. Bon, tout de même, on peut considérer que c'est un métier physique, en tout cas dans une certaine mesure, qui ensuite vont vous faire passer un entretien et qui enfin, si vous estimez apte, vous mettent au garde à vous devant le drapeau et vous font chanter l'hymne national. C'est pas scandaleux quand vous participez à la sécurité générale d'une nation de faire cela. Pourquoi nous ne le faisons pas? Nous avons des agents qui, du coup, n'ont aucune fierté pour la profession qu'ils exercent, ou quasiment pas, et surtout n'ont malheureusement pas la reconnaissance d'un diplôme qui, objectivement, ne vaut pas grand-chose. Et ce serait pas extrêmement compliqué à organiser en France, d'autant que ceux qui viendraient passer leur examen paieraient pour le faire. Donc ceux qui le feraient passer, ça ne leur coûterait pas grand-chose. D'accord. Serge Castello, vous êtes aujourd'hui directeur de la sûreté de Transdev, mais il me semble que vous êtes un parfait exemple de cette hybridation dont on parlait tout à l'heure entre les forces de l'État et les forces du privé, puisque vous êtes un ancien flic et que vous... En zone gendarmerie. En zone gendarmerie. Non, j'insistais lourdement sur le sujet. J'essaie de rester léger sur les bleus. Je suis pas tranquille. Et donc, effectivement, c'est juste pour voir si vous pouvez sortir d'ici après. On verra. Et donc, on parle là effectivement d'un domaine qui est un domaine qui me paraît assez clé et exemplaire dans le continuum de sécurité, c'est celui des transports. Alors tout d'abord, je voulais remercier naturellement nos camarades gendarmes de nous accueillir. Donc, s'il y a un terrain d'action où le continuum de sécurité a toute sa pertinence, son intérêt, son efficacité, c'est bien le domaine de la sécurisation des transports publics. Pourquoi? La raison est très simple, c'est que les réseaux de transport sont le prolongement de l'espace public, de la voie publique. Donc ils sont fatalement le réceptacle de toutes les incivilités, de toute la délinquance qui peut exister par ailleurs dans d'autres secteurs. Donc il est nécessaire, bien entendu, de sécuriser les vecteurs de transport, les gares routières, le domaine ferroviaire, les trains. Donc ce continuum de sécurité, je ne sais pas si Guillaume sera d'accord avec moi, en tout cas, en matière de sécurité des transports publics, je pense que c'est le continuum actuellement le plus abouti. Clairement, parce que si on veut le symboliser par une image, c'est une chaîne de sûreté aujourd'hui qui est mise en place dans les réseaux. Hein. Bon, je parle de Transdev, ça va du voyageur, hein, de l'usager du service, qui se doit d'être vigilant, que l'on se doit d'informer, que l'on se doit de préparer à une éventuelle agression, à un éventuel vol. Donc c'est le premier acteur de cette chaîne de sûreté. Vous avez ensuite les personnels de l'opérateur de mobilité, les conducteurs, les contrôleurs, les agents commerciaux. Ces personnes, il faut aussi les former, il faut leur apprendre à réagir, il faut les former à se protéger, à gérer des situations conflictuelles délicates, d'autant lorsqu'on parle par exemple des conducteurs de bus, ils sont dans un espace qui est restreint, qui est fermé, qui peut être anxiogène, hein, parce qu'il n'y a pas forcément de porte de sortie pour le conducteur. Donc ça, c'est le deuxième acteur de cette chaîne de sûreté. Donc on se doit, l'opérateur de mobilité se doit de le former parfaitement à toute situation de risque auquel il pourrait être confronté. Vous avez ensuite les services internes
de sécurité. Alors la loi Savary du 22 mars de 2016 permet dorénavant à toute entreprise de transport public de créer son propre service interne de sûreté. C'est quand même une évolution majeure. Auparavant, il y avait que la RATP avec le GPSR ou la SNCF avec la surveillance générale qui étaient en droit d'avoir ce service interne de sécurité. Aujourd'hui, tout opérateur peut créer son service interne de sécurité avec les limites que vous avez rappelé, Guillaume. Mais vous avez aussi maintenant, et ça rejoint le propos sur la sécurité publique, sécurité privée, vous avez maintenant des entreprises de sécurité privée, et c'est le cas en Île-de-France. Il y a des représentants d'ailleurs de certaines de ces sociétés qui sont là aujourd'hui dans la salle, et que je salue. Vous avez des agents privés de sécurité qui travaillent pour des opérateurs de mobilité, dont Transdev, puisqu'on a été les premiers à expérimenter ce dispositif. Il s'agit donc de 3 agents de sécurité privés qui sont dans un véhicule un peu sérigraphié, avec des tenues qui les distinguent bien et qui fait comprendre aux usagers que ce sont des agents de sécurité. Ils ne sont pas armés. Alors, ils sont soit en embarqués dans les bus de Grande Couronne, ce qui est quand même, et donc ils sont sur la voie publique ou en suivi du véhicule, et ils sont là pour dissuader bien sûr les petits voyous de s'en prendre aux conducteurs ou aux usagers, et je dois dire que ça marche remarquablement, et c'est une avancée qui me paraît moi décisive, et notamment en vue des Jeux Olympiques, parce que il y a un invariant, je ne sais pas si Guillaume sera d'accord avec moi, il y a un invariant en matière de sûreté ou de sécurité publique, c'est la présence humaine. Donc, il faut que les usagers, les voyageurs puissent voir de l'humain, ce qu'on appelle aussi l'humanisation des transports publics. Il faut de l'humain parce que c'est bien d'avoir tous les équipements, la vidéoprotection, des dispositifs d'alerte. Mais si vous avez personne en bout de course pour interpeller les voyous, ou si la personne qui demande un secours ne voit aucun agent à disposition, vous êtes en échec en matière de sûreté. Alors, il y a ce dispositif d'agent privé de sécurité. Je crois que Madame Pécresse a annoncé qu'elle allait renforcer d'une centaine d'agents complémentaires ce dispositif, avec la création d'une brigade spécialisée. Donc, on voit qu'il y a vraiment une émergence de la sécurité privée dans le domaine de la sécurisation des transports publics. Vous avez bien sûr les forces de l'ordre, la police nationale, la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, on signe beaucoup de conventions avec c'est les forces de l'ordre. On en a une en préparation avec l'état-major de la gendarmerie nationale, la direction générale. On a un projet de convention nationale avec les gendarmes pour que l'on puisse avoir des relations très opérationnelles, des échanges d'informations, des échanges de bonnes pratiques, la possibilité aussi d'avoir de la formation en complément de ce que nous savons faire, nous, opérateurs de mobilité. Donc, on voit bien que ce continuum, il a plusieurs directions, et qu'en tout cas, il y a vraiment une complémentarité maintenant entre l'opérateur de mobilité et les forces de l'ordre. J'ajoute que les gendarmes ont un dispositif particulier que vous connaissez peut-être tous, c'est les réservistes, qui sont embarqués dans les ferroviaires, mais aussi dans les bus de Grande Couronne, à la grande satisfaction des conducteurs, des contrôleurs, qui se sentent sécurisés. Il y a des opérations conjointes qui permettent à des contrôleurs de regagner le terrain là où il a été perdu, parce que sans gendarmes ou sans policiers, on ne peut pas contrôler les titres, parce que il y a des voyous, il y a des bandes qui circulent dans ces vecteurs en commun. Et c'est vrai que l'apport de la gendarmerie ou de la police nationale est là essentiel. Mais ça va jusqu'au ministère des Transports, où il y a quand même un bureau dédié. Ça va aussi jusqu'au secrétariat général à la sécurité et à la défense nationale, tous les plans Vigipirate. Donc les plans Vigipirate, ils existent, encore faut-il qu'on les applique. Qui va les appliquer? C'est bien sûr les opérateurs de mobilité qui vont avoir la charge de la mise en place de ces plans de sécurisation. Voilà, alors il y a ce continuum est pour moi l'un des exemples réussis en la matière. Transdev, en tout cas, a joué le jeu de ce continuum. On est passé d'une coproduction à un véritable continuum, et je pense qu'on peut le citer en exemple pour d'autres sujets. D'accord. Alors, vous avez parlé d'un certain nombre d'acteurs dans cette chaîne.
Ce qui me semble le plus vivant, mais le plus absent aussi, c'est le citoyen, c'est le passager. Comment est-ce que vous pouvez faire pour créer des vraies communautés de passagers et surtout faciliter ensuite le fait qu'ils se sentent en charge et qu'ils se sentent, alors vous l'avez dit tout à l'heure, en confiance, il faut qu'il y ait du monde qui réponde, mais comment apprendre à responsabiliser, apprendre à appeler et faciliter le fait que ces citoyens, d'une compagnie ou une autre, vous en représentez une, mais tous les acteurs du monde du transport, là-dessus devraient s'entendre, de manière à ce que ce soit un continuum partagé sur l'ensemble du territoire. Alors vous avez rappelé le mot essentiel en matière de résilience, c'est la confiance. Il faut que nos passagers, que nos personnels soient en totale confiance dans le domaine de la sécurité. Alors les voyageurs, je l'ai dit, je le rappelle, et j'y crois beaucoup. On parle de voyageurs vigilants chez Transdev. Il faut qu'ils soient informés de tous les risques qu'ils encourent. Ça va, vous avez des annonces dans le métro, attention, pickpocket. Vous avez maintenant une forte communication à la fois gouvernementale, mais aussi des transporteurs sur tout ce qui est harcèlement sexiste, agression sexuelle, pour que les femmes qui en sont victimes puissent le signaler par divers dispositifs au conducteur ou alors alerter directement des PC. Bon, tout ça est très important. Et puis vous avez maintenant, grâce au numérique, on a parlé longuement du numérique ce matin, mais vous avez maintenant des communautés de voyageurs avec des applications. Je vais en citer une par exemple, YouMe, avec laquelle Transdev travaille actuellement. Ça permet à des communautés de voyageurs de s'informer de ce qu'ils voient et de conseiller les autres voyageurs pour leur dire attention, là, sur cet arrêt de bus ou de tram, il y a des clochards qui boivent, qui sont agressifs, etc. Essayez d'éviter, et là, on propose un itinéraire différent, ou alors carrément d'alerter le conducteur ou le PC pour que rapidement vienne sur place, soit un service interne de sûreté du transporteur, soit la police nationale ou la gendarmerie nationale. Donc, le voyageur est partie prenante dans cette chaîne de sûreté. D'accord. Cécile Arche, alors avec un micro qui devrait fonctionner, mais il fonctionne. Vous êtes donc directrice de la prévention en sécurité en local, à Ville d'Issy-les-Moulineaux. Lors de notre conversation, avant cette table ronde, j'ai été frappé par la passion qui animait vos propos quant à cette fonction et à la profondeur que vous mettiez dans le développement des réseaux, de tout type de réseaux, pour faire participer justement les citoyens et tous les acteurs à leur sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, alors à titre d'exemple, effectivement, Monsieur le maire vous l'a dit ce matin, on est une ville assez pratico-pratique et pragmatique, donc la vision de la prévention sécurité est assez sociétale, c'est-à-dire qu'elle repose sur tout un tas de réseaux et qu'il n'y a pas de différence, enfin en tous les cas, on n'en fait pas entre un gardien d'immeuble, un résident, un substitut, un juge des enfants ou autre. Donc un peu comme d'autres intervenants l'ont dit ce matin, on travaille énormément sur l'enfance. Donc, on a un certain nombre de cellules avec des partenaires qui travaillent sur du nominatif, que ce soit donc crèche élémentaire. Et donc là, vous avez le commissariat qui intervient avec les directeurs, les directrices d'école, avec l'aide sociale à l'enfance, avec la jeunesse et avec la ville, sur des situations nominatives pour essayer de travailler sur les précarités que rencontrent certaines familles ou les difficultés qu'elles rencontrent, à supposer qu'elles soient aisées, mais elles peuvent avoir également des difficultés pour élever leurs enfants. Ça, c'est un volet qui existe depuis 2017, c'est le plus récent. C'est ce qu'on appelle le groupe prévention premier degré. On a un autre réseau qui est le plus ancien, et donc comme je suis depuis 20 ans à la ville, je vais avoir ce petit retour sur le fonctionnement des dispositifs. On a le groupe local de suivi de l'absentéisme scolaire qui a été créé en 2003 et la cellule de veille éducative qui a été créée en 2004. Ce sont des instances qui travaillent sur du nominatif, donc évidemment on a une charte sur l'information partagée qui est signée par tous les partenaires, et qui ont pour objectif, encore une fois, donc pour l'absentéisme scolaire avec les principaux, le lycée et les principaux acteurs de la ville et de l'éducation nationale et du département et de la police. Donc à chaque fois ce sont les personnes en titre qui sont présentes et non pas les représentants. Donc c'est le commissaire qui est présent et pas son adjoint, c'est la principale du collège et pas son CPE, etc. Et on travaille sur pas ce que l'on doit faire, parce que normalement, ils ont dû essayer
tout un tas de choses au premier niveau. Mais quand il y a une rupture du dialogue, quand l'absentéisme persiste, à ce moment-là, il passe au niveau du groupe absentéisme scolaire, nous envoie l'ordre du jour, on convoque tout le monde et on travaille sur du sur-mesure. Et donc, c'est la même chose également avec la cellule de veille éducative qui, elle, réunit avec la ville le substitut. Donc, c'est un peu plus compliqué, ça a pris un peu plus de temps. Et on se voit, donc chacune de ces cellules se voit 4 à 6 fois dans l'année, toujours sur la commune, pour travailler à l'élaboration de sur-mesure. Et à côté de ces instances que l'on retrouve normalement sur toutes les villes, puisqu'elles sont dans les textes. Après, c'est qu'une question de personnes, évidemment. Il faut que chaque acteur soit motivé. Nous, on a l'avantage d'être convaincus et convaincants, donc ça fait 20 ans que ça dure. Vous avez ce qu'on a créé, c'est-à-dire différents réseaux. Donc, on a un réseau des gardiens d'immeubles. Pour moi, le gardien d'immeuble est une valeur inestimable. Avant, ils habitaient pour l'essentiel sur la commune. Maintenant, ils y travaillent et certains y habitent encore. Et l'objectif, c'est évidemment de recueillir l'information. Ils en ont à la pelle et parfois, ils en ont même tellement qu'ils ne savent même pas que cette information peut nous intéresser. Mais surtout, la réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'on les forme et qu'on leur fait rencontrer tous les acteurs de la ville. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est valorisant. Voilà. Beaucoup ont un regard très négatif sur le gardien d'immeuble ou la gardienne d'immeuble, ce que je trouve très regrettable. Et on travaille avec eux, donc on a 6 fois dans l'année des sessions avec eux et avec les partenaires. Donc on leur fait rencontrer les pompiers, le commissariat, les acteurs de la propreté aussi, parce que des espaces publics propres, ça attire le respect. Quand c'est pas le cas, vous avez tout un tas d'incivilités. C'est des théories comme ça qui sont bien connues. Donc, on travaille avec ce réseau-là. On travaille également avec les résidents. Ça, c'est une évidence qui nous est venue il y a plus de 15 ans. Ou non, je suis là depuis 20 ans, oui, donc plus de 15 ans. L'objectif, c'est d'être acteur de sa sécurité. Voilà. Donc, on leur apprend pas, on leur apprend à être citoyen. Enfin, on essaye, mais surtout, il y a un proverbe en Afrique qui est assez connu, qui est on donne pas du poisson, on apprend à pêcher. Bon, bah voilà, ça c'est notre politique. Un administré qui vous dit, mais la police, je l'appelle pas parce que quand je l'appelle, elle vient pas. Je dis, mais oui, mais est-ce que vous avez déjà tenté de l'appeler ? Si vous n'avez pas tenté, appelez-la. Quand vous l'avez appelée, qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? On n'a pas de véhicule. Ça, on peut pas l'entendre. Est-ce que vous comprenez pourquoi il n'y a pas de véhicule ? Et donc, du coup, on travaille avec eux là-dessus. Et au-delà des réunions publiques qu'on peut faire avec eux, à chaque fois, on leur demande, est-ce que vous souhaitez participer ? Donc, faire partie du réseau et être ce qu'on appelle des résidents référents. Et donc, 6 fois dans l'année, donc ça commence à faire beaucoup de réunions. On a des réunions avec ces résidents référents, sachant que ces résidents référents, on en a dans chaque quartier. Donc j'ai à peu près 7 groupes de résidents référents qui se réunissent chaque fois 4 à 6 fois dans l'année et avec lesquels on essaie de leur montrer les limites de chacun. Comment chacun fonctionne, comment chaque institution fonctionne, comment on peut comprendre pourquoi à ce moment-là c'est pas telle action qui va marcher, pourquoi c'est pas tel acteur qu'il faut appeler. Un administré en général, quand il se passe quelque chose en sécurité publique, son réflexe c'est d'appeler le commissariat parce que c'est à côté. Bah non. Pour la police nationale, le réflexe, il faut appeler le 17, parce que le 17 a la vision sur tous les véhicules et va vous amener celui qui est le plus proche. Bon, ça, c'est des choses qu'un citoyen lambda ne sait pas, à moins qu'à un moment donné et à un autre, quelqu'un lui ait expliqué et qu'il lui explique également les limites des actions de chacun. L'objectif aussi de ce maillage, c'est que les résidents comprennent quelle est la valeur ajoutée de chacun et que les partenaires en face le comprennent aussi. Dans ces groupes-là, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est rétexte, retour d'expérience, analyse de bonnes pratiques, pour que la force de chacun des acteurs, la déontologie de chacun, sachant qu'elles sont toutes différentes, soit une force au final pour la paix sur la commune et la sécurité publique. Si celle-ci n'est pas partagée, on n'a pas de culture collective. Si on n'a pas de culture collective, on n'a pas de vision commune de la sécurité. Voilà. Donc ce qui m'intéresse et ce qui a été un peu mon travail pendant ces 20 années, c'est de constituer ces réseaux pour pouvoir, en une fraction de seconde sur un événement qui existe sur la commune, pouvoir balayer large sur tous les acteurs du quartier. Et donc un des réseaux qui a été créé en 2010, qui est celui des acteurs économiques et des entreprises, dont Serge Catello est un exemple. On a Transdev, on a toutes les entreprises, on en a beaucoup sur la commune, avec lesquels l'idée a été, alors j'ai dû m'y reprendre 2 fois quand même, hein, je tiens à le préciser. La première fois, dans Courrier du maire, pour inviter toutes ces entreprises à parler de sécurité, des entreprises qui nous ont répondu, bon, c'est bien gentil, mais nous on a quand même nos propres dispositifs, on maîtrise la chose. Je dis bon, dont acte. Donc je suis revenue auprès de Monsieur Santini, qui lui donne assez pragmatique, c'est ce que je vous ai dit. Donc fallait juste lui expliquer là où finalement on pouvait faire mieux et tourner la chose différemment, c'est de dire, proposer aux entreprises, non pas de parler de sécurité, parce qu'effectivement elles maîtrisent, mais de parler de leur retour d'expérience.
comment ils font sur certaines thématiques. Et je suis certaine, c'est ce que j'avais mis dans la note, que Safran peut être intéressé par ce que fait Coca-Cola, Coca-Cola peut être intéressé par ce que fait Eurosport, et ainsi de suite, et à se faire des brainstorming comme ça, 4 à 6 fois dans l'année, et donc à chaque fois dans une entreprise différente, pour que chacun se connaisse, voit où est-ce qu'ils sont, comment on travaille, etc. Et depuis 2010, ça marche, voilà. Donc le groupe s'est étoffé. On y fait venir des intervenants extérieurs aussi. Là, on doit organiser quelque chose avec l'UCLAT. Enfin, l'intérêt de ces groupes, quels qu'ils soient, et je vous dis que ce soit entreprise, gardien d'immeuble, résident, c'est au final d'avoir une culture collective. Et quand face à un incident, donc Monsieur le maire parlait d'Eric ce matin, mais je peux vous parler aussi d'une manifestation, parce que les entreprises ont des manifestations parfois sur des plans sociaux ou autres, même à Issy-les-Moulineaux, pardon. Donc c'est l'intérêt de ces réseaux, c'est de pouvoir se dire, à un moment donné, on a la capacité, et c'est là où l'information est ultra importante, de se dire, voilà, il s'est passé quelque chose sur ce quartier ou sur ces 2 rues, et j'ai la capacité de, par mailing list ou téléphone ou 06, de contacter tous les acteurs. Donc ça peut aller, quand c'est une manif sur un lycée par exemple, parce que ça nous arrive aussi, d'appeler tous les gardiens du secteur pour que la veille, aucune poubelle ne soit sortie, et tant pis pour la collecte, parce qu'on appelle GPSO pour leur dire vous décalez tout d'une journée, voire de 2 jours. On appelle le commissariat, bien sûr, qui a été alerté aussi. On appelle la PP. On appelle Auchan pour le quartier auquel je pense, le centre commercial. On appelle tous les résidents référents. On met dans la boucle les bailleurs et les syndics, et tout ceci sur quelques mètres, mais qui permet ainsi de passer en instantané l'information sur tous les acteurs. Et ça peut se répercuter sur quel que soit l'événement qu'il y a sur la ville. D'accord. Vous avez insisté sur le terme de culture collective. Oui. C'est aussi ce que j'ai compris dans votre intervention tout à l'heure. Cette culture collective, elle ne s'acquiert pas instantanément, pas du jour au lendemain, pas n'importe où. Alors, j'ai une première question, mais s'adressant à tous les deux d'abord. Qui devrait être responsable de créer cette culture collective? On sent bien que la France n'est pas un pays qui partage énormément de ce côté-là. On voit dans d'autres pays soumis, par exemple, à des phénomènes météorologiques forts ou des problèmes potentiels de sécurité, que l'on enseigne aux enfants dès l'école un certain nombre de comportements. Je me rappelle d'un temps ancien où j'étais un peu plus gosse et où il y avait des cours, non pas de citoyenneté, mais enfin un peu d'éducation civique. Est-ce qu'il faut revenir à ces concepts-là? Est-ce qu'on y revient? Et comment est-ce que ce continuum de sécurité pourrait être créé, non pas dans l'espace, mais dans le temps, en mettant toute la population au courant de ces pratiques qui nous sont maintenant indispensables? Je ne vais pas dire de bêtises, je parle sous le contrôle de Guillaume. Je crois qu'il y a une application d'alerte maintenant, gouvernementale, qui a été lancée et qui va permettre très vite, lorsqu'on l'a téléchargée, d'être informé de tout événement insécure et de pouvoir, avec des fiches de conduite à tenir, etc. Donc on voit bien que le gouvernement a compris qu'il fallait associer de plus en plus étroitement le citoyen à tous ces dispositifs. Alors après, la formation générale à la prévention, à la prise en compte des risques en matière de violence de rue ou alors de cyberharcèlement, etc. Je crois que les autorités gouvernementales font quand même beaucoup de choses en la matière. Moi je pense notamment à tout ce qui est harcèlement sexiste dans les transports. On a bien vu le développement d'une communication à destination des femmes dans les transports. Donc il y a vraiment, de ce point de vue-là, je trouve, depuis quelques années, une prise de conscience des autorités gouvernementales qui mettent le citoyen face à ses responsabilités et qui lui donnent des outils pour se sortir d'une mauvaise situation, pour savoir alerter qui de droit, pour avoir une réponse. Voilà, donc moi je pense que tout ça est en cours de développement et que ça ne peut que s'améliorer, bien sûr toujours avec le concours de la police nationale, de la gendarmerie nationale. J'ai oublié de citer la police municipale tout à l'heure et je reviens dessus parce que la police municipale qui n'existe pas à Issy-les-Moulineaux pour des raisons qui regardent Monsieur Santini. Vous avez maintenant en matière de sécurisation des transports, vous avez des polices métropolitaines des transports. C'est-à-dire que la police municipale a évolué aussi. Elle s'occupe désormais, c'est le cas par exemple à Montpellier ou à Nantes. Vous avez vraiment des polices dédiées ou à Orléans, etc. Donc on voit que tout ça est en plein développement.
Guillaume, une petite conclusion justement sur ces sujets. Pour compléter ce que disait à l'instant Serge, je crois que d'abord la culture du continuum de sécurité nationale, c'est-à-dire en fait l'habitude du travail en commun, collégial, de l'ensemble des acteurs qui contribuent à la sécurité générale de la nation, je crois que cette culture ne se décrète pas depuis en haut, elle se vit depuis en bas. Et à cet égard, je voudrais quand même prendre quelques exemples. D'abord, les attentats du 13 novembre 2015 et leurs conséquences ont fait que de plus en plus, à l'approche d'événements majeurs, dans les territoires, dans les préfectures, les préfets ou le secrétaire général de préfecture ont pris l'habitude de convoquer l'intégralité des acteurs à des réunions préparatoires et ils n'omettent plus de convier aussi les représentants de la sécurité privée, ou en tout cas ils l'omettent de moins en moins. Et en cela, c'est un progrès puisque les gens se parlent. Les gens se parlent, les gens échangent, acquièrent aussi des réflexes et une culture professionnelle, puisque une fois que l'événement a lieu, on voit bien que le défaut de coordination de certains acteurs, ça peut nous conduire à des désastres comme on en a connu au Stade de France, puisque ce sont les conclusions du rapport Cadeau, hein, c'est qu'il y a une très mauvaise coordination des acteurs, que au-delà de cela, les manifestations de Gilets jaunes ont aussi été un puissant accélérateur de la coopération par le bas, où on a vu, parce qu'il y avait cette récurrence des manifestations samedi après samedi, des gens qui s'organisaient en milieu de semaine pour gérer le samedi suivant, et s'organisant, parler, échanger, travailler ensemble. À la préfecture de police de Paris, on a vu l'émergence d'une boucle SMS, qui consistait pour le directeur adjoint du cabinet de Michel Delpech, préfet de police de Paris, à alerter par SMS un certain nombre d'acteurs privés de l'avancée d'un cortège et de la position de manifestants supposément violents. Qui l'aurait pensé il y a 15 ans ou 20 ans qu'on partage ainsi en conduite de l'information opérationnelle avec des acteurs privés. Donc cette culture du travail en commun, elle progresse et elle vient d'en bas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en haut, il ne faut rien faire. Le législateur, l'État peuvent fluidifier cette culture du travail en commun, peuvent la fluidifier en aidant la profession de la sécurité privée à s'organiser. C'est ce qu'on attendait de la loi sécurité globale sur l'interdiction de la sous-traitance. Bon, c'est imparfait. Sur la réforme de la formation, c'est en cours et incomplet. Mais néanmoins, il y a eu d'autres avancées. Le fait de permettre à la sécurité privée d'être identifiée du grand public par une tenue commune, c'est dans la loi. Alors le décret d'application tarde un peu à sortir. Mais moi j'applaudis. C'est très bien que, comme en Espagne, la sécurité privée ait sa place et que le citoyen sache identifier un militaire des armées terre-air-mer, un gendarme, un policier national, un policier municipal, puis un agent de sécurité privée, parce qu'il y aura des tenues d'identification communes. Qu'on inscrive dans la loi qu'agresser un agent de sécurité privée, c'est une circonstance aggravante et qu'on le rehausse ainsi, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'agresser un chauffeur de bus ou un gardien d'immeuble soit une circonstance aggravante, et qu'un agent de sécurité privée, l'agressé, ne fasse pas encourir à l'agresseur plus que d'agresser un simple citoyen. Je trouve ça aussi très bien. Donc l'État, sans être trop long, peut accélérer le rapprochement, mais il faut laisser faire la base, parce que c'est à la base que se noue cette culture du travail en commun. Merci beaucoup. Alors, moi, il me semble que les transports ont démontré que c'était un endroit particulièrement adapté pour l'exercice de ce continuum. Il y a un autre domaine, moi, qui m'est apparu ce matin en écoutant une présentation sur les actualités, c'est que c'est aussi un des endroits où le continuum de sécurité, la coopération entre l'État et les structures privées est absolument nécessaire. C'est imposé comme une évidence dès le début, d'ailleurs. Ça a même commencé plutôt par le privé avant d'arriver au niveau étatique. Et donc, on va pouvoir étudier maintenant, justement, comment est-ce que cette menace, après les leçons de la guerre en Ukraine, quand je dis leçons, c'est juste le début, mais comment est-ce que ceci se développe? Et je vous remercie.